Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition du 13 décembre. Ouverture du sommet extraordinaire de l'Organisation de coopération islamique, l'OCI à Istanbul. Erdogan appelle à reconnaître Al-Quds Est comme capitale de la Palestine. Le président de l'APN, Saïd Bouhadja, représente le chef de l'État à ce sommet. Une cinquantaine d'exposants au deuxième salon de l'agriculture saharienne Agrosouf à El Oued. Elle est placée sous le signe investissement agricole et perspectives d'exportation. On en parle dans notre journal. Et enfin, découverte à la fin de ce journal d'une ferme pédagogique à Zeralda, une ferme qui a tout pour plaire aux enfants, pour leur faire découvrir la vie et les animaux de la ferme. Bonjour à tous. Ouverture ce matin d'un sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI à Istanbul. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, y représente le président de la République. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à la reconnaissance d'Al-Quds Est comme capitale de la Palestine en réaction à la reconnaissance de la ville sainte comme capitale d'Israël par Washington la semaine dernière. Menel Boutouaba. Lors de l'ouverture de ce sommet de l'Organisation de coopération islamique à Istanbul, le président a accusé Donald Trump d'avoir offert Al-Quds en cadeau au mouvement sioniste et estimé que les États-Unis n'avaient plus de rôle à jouer dans le processus de paix. Nous sommes ici aujourd'hui pour déclarer tous ensemble et avec un langage clair qu'Al-Quds était et sera toujours la capitale de l'État palestinien. La loi internationale stipule que reconnaître un État en tant que tel se fait sur la base de 3 conditions: le pouvoir, le peuple et les frontières. Israël possède le pouvoir et un peuple, mais où sont ces frontières? Comment peut-on reconnaître un État qui n'a pas de frontières? Israël n'est donc pas un État. La grande question à laquelle nous devrons répondre face à ce grand et nouveau défi est: qu'est-ce que nous allons faire avec votre soutien et que va garder l'histoire de nos décisions? Quelles sont les prises de position que nous allons adopter au niveau de ce sommet et au niveau bilatéral avec les États-Unis et l'occupant israélien en réponse à cette atteinte flagrante à notre dignité, à notre patrimoine et à notre histoire? De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié Israël d'État d'occupation et terroriste lors du discours d'ouverture de ce sommet extraordinaire des dirigeants du monde musulman axé sur la reconnaissance d'Al-Quds comme capitale de l'État sioniste par Washington. Il a affirmé qu'avec la décision prise par le président américain, Israël a été récompensé pour toutes les activités terroristes qu'il mène, assurant qu'il ne renoncera jamais à exiger une Palestine souveraine et indépendante. Parmi les chefs d'État ayant répondu à l'appel figurent le président iranien Hassan Rouhani, le roi de Jordanie Abdallah II, l'émir du Qatar Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani ou encore le Libanais Michel Aoun. Pour rappel, ce sommet extraordinaire se tient à l'appel du président turc, l'un des plus véhéments critiques de la décision de son homologue américain Donald Trump, qui a provoqué des manifestations dans plusieurs pays du Proche-Orient et des violences dans les territoires palestiniens et Al-Quds. 4 Palestiniens ont été tués et des centaines de blessés depuis jeudi. Président en exercice de l'OCI, Erdogan espère unifier le monde musulman derrière sa ligne de fermeté face à la décision américaine. Mais la tâche s'annonce difficile alors que le monde musulman est profondément divisé et que plusieurs pays de la région, comme l'Arabie saoudite, tentent de cultiver de bons rapports avec l'administration Trump sur fond d'hostilité commune envers l'Iran. Une déclaration commune doit être adoptée par les dirigeants des pays membres de l'OCI à l'issue du sommet extraordinaire.
Les travaux de la première assemblée générale du réseau panafricain des femmes pour la prévention des conflits et la médiation débutés ce matin à Constantine. La cérémonie d'ouverture présidée par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel se déroule en présence de Smaïl Chergui, commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité, de Rania Delia, ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. Cette première assemblée générale pour la prévention des conflits et la médiation se tient sous le thème central Femmes médiatrices et promotion de la coopération transfrontalière, avec comme objectif d'identifier les médiations dirigées par les femmes, discuter des questions stratégiques et enfin d'examiner et d'adopter le plan de travail annuel du réseau. Le sommet de Paris sur le climat s'est clos hier sur 12 engagements pour amplifier le financement de l'adaptation et de la résilience au changement climatique. Co-organisé avec les Nations Unies et la Banque mondiale, le One Planet Summit qui a regroupé 26 chefs d'État, 33 chefs de gouvernement, 39 ministres, dont le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel, en qualité de représentant du président de la République. Abdelkader Msahel qui a fait part des engagements de l'Algérie pour lutter contre les changements climatiques visant à atteindre les objectifs de l'accord de Paris et à réduire ses émissions de gaz à hauteur de 7% avec ses propres moyens. Je vous propose de l'écouter. Comme vous le savez, l'Algérie s'est engagée, comme le reste des pays ayant pris part à la conférence et signataires de l'accord de Paris, donc à réduire ses émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 7% avec ses propres moyens. Et elle peut atteindre donc les 22% avec ce que prévoit l'accord, avec le soutien et l'aide internationale. Parmi ces mesures, ces grandes mesures, je pense citer 5. Donc il y a eu un lancement d'un programme national de développement des énergies renouvelables. Donc nous avons un programme national de développement des énergies renouvelables à hauteur, comme je l'ai dit, de 27%. Donc de la production nationale d'énergie électrique à l'horizon 2030. En deuxième lieu, il y a le peut-être de signaler, donc nous avons mis l'accent sur l'amélioration de l'efficacité de l'énergie à travers d'actions touchant le secteur du bâtiment. Par exemple, dans le secteur du bâtiment, maintenant, nous construisons un peu écologique, donc dans le secteur, c'est l'isolement thermique, par exemple, des logements neufs et qui sont construits dans le cadre d'un vaste programme national. Il y a aussi dans le cadre des transports, donc il y a la conversion d'1 million de véhicules et de 20 000 bus en GPL. Troisièmement, nous avons réhabilité donc, la politique du barrage vert. Donc ça, c'est pour lutter un peu contre l'effet de la diversification. Donc il est prévu un programme de reboisement et de boisement de 1 245 000 hectares. Quatrièmement, donc, nous avons depuis 2000 eu un programme ambitieux de construction de barrages. Et enfin, donc, il y a toute une politique qui est menée pour la gestion des déchets ménagers, autres déchets. Donc il y a l'élaboration d'une stratégie d'ici l'an 2035 à mettre en place une industrie de récupération et de revalorisation des déchets à travers le développement d'un réseau de petites et moyennes entreprises. Et cette info concernant notre communauté établie à l'étranger, le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales informe l'ensemble des demandeurs de certificats de capacité pour les formalités d'échange de leur permis de conduire en permis étranger qu'ils peuvent désormais demander leur certificat de capacité sans avoir à produire l'attestation consulaire délivrée par les services de l'administration centrale du ministère des Affaires étrangères. L'annulation de cette attestation s'est faite en commun accord avec le ministère des Affaires étrangères. Une instruction a été adressée en ce sens aux walis en communication avec les walis délégués, les chefs de daïra et les présidents des assemblées populaires communales. En vertu de cette instruction, nos concitoyens et concitoyennes résidant à l'étranger peuvent se faire remettre en main propre directement leur certificat de capacité auprès des administrations locales concernées. De même, ils auront la possibilité de mandater une personne de leur choix pour demander ou récupérer le certificat de capacité en question. À charge de remettre à cette personne mandatée une procuration établie par nos consulats ou un simple mandat légalisé au niveau d'une commune. Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a intercepté hier à Borj Borerij, dans la 5e région militaire, 2 narcotrafiquants en possession de 17,5 kg de kiff traité, tandis que d'autres détachements
ont saisi à Borj Badi Mortara Ngzem un véhicule tout-terrain et près de 3 tonnes de denrées alimentaires et divers outils d'orpaillage. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Sidi Bla Abbas et à Tizi Ouzou 2 personnes et saisi 3 armes à feu et une quantité de munitions, tandis qu'ils ont intercepté à Saïda Oran et Tlemcen 4 contrebandiers et saisi 31 000 unités de différentes boissons. Aussi, 14 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Adrar et à Mila. On passe au reste de l'actualité nationale. Les opérations de distribution de logements se poursuivent à travers le pays. Des logements de type LPL ont été remis hier à une centaine de familles à Marnia. Des clés de logement ont été également remis dans le cadre du FN-POS à Nahama. Hassiba Abdallah. Clé en main, sourire aux lèvres. Ce sont plus de 100 familles de Marnia à Tlemcen qui ont obtenu un logement public locatif. Après des années d'attente, le rêve s'est enfin réalisé. Cela fait plus de 25 ans que nous souffrons et aujourd'hui les portes nous ont ouvertes. Je remercie toutes les autorités. Je menais une vie misérable sous la pluie et dans le froid. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés sans exception. La wilaya de Tlemcen a prévu un important programme de logement d'environ 9000 unités de type public locatif auxquelles bénéficieront plusieurs communes. La distribution, elle, se fera par étapes. Nous avons un programme de 500 logements, dont 165 unités, ceux d'aujourd'hui, qui ont été attribués à l'occasion du 1er novembre. La semaine prochaine, nous allons procéder au relogement de 58 autres familles. À Nahama, dans la commune d'El Meshria, le Fonds national de péréquation des œuvres sociales, FN-POS, qui a pour mission d'aider et de soutenir les salariés cotisants pour financer l'accession à un logement, a rendu le sourire à 19 salariés. J'avais un réel problème de logement et avec mon mariage, ça s'est compliqué. J'arrivais à peine à payer mon loyer. C'est très important d'avoir son propre logement. Ça règle beaucoup de problèmes. Le FN-POS a prévu un quota de 450 logements rien que pour la wilaya de Nahama. En se lançant dans plusieurs projets immobiliers à travers le pays, le fonds contribue ainsi à contenir la crise du logement. Dans la wilaya de Tlemcen, toujours pas moins de 400 foyers d'une localité isolée ont été raccordés il y a quelques jours au réseau de distribution de gaz de ville. Une opération qui devrait toucher d'autres communes de la wilaya début 2018. Alors que dans la wilaya de Mascara, un douar de quelques dizaines d'habitants est désormais branché sur le réseau du gaz de ville. Une véritable délivrance pour ces habitants qui ont souffert depuis plusieurs décennies des hivers particulièrement rigoureux dans cette région montagneuse. Kalimaïfa. Bab El Assa, une localité frontalière de la wilaya de Tlemcen où 400 foyers ont été raccordés cette semaine au réseau de gaz de ville. Un réel soulagement pour les habitants de ce village qui ont toujours souffert du froid dans cette localité aux hivers particulièrement rudes. Avant, on se chauffait et on cuisinait avec du bois. Maintenant, Dieu merci, c'est fini. Auparavant, comme on n'avait pas le gaz de ville, rien n'allait. On avait du mal à chauffer nos maisons. Maintenant, c'est une bénédiction. Cette opération de raccordement entre dans le cadre du programme quinquennal complémentaire 2010-2014 de la wilaya de Tlemcen, qui a pour but d'améliorer le cadre de vie des habitants des localités les plus isolées de la wilaya. Dans notre programme, nous avons 50 500 familles qui doivent bénéficier de ce raccordement au réseau de gaz de ville. À ce jour, 40 000 foyers sont raccordés à ce réseau, soit 82% du total des foyers à raccorder dans la wilaya. Toujours à l'ouest du pays, à Ouled Djilali, un douar isolé de la wilaya de Mascara, 120 foyers ont été raccordés au réseau national de gaz de ville, un investissement qui a coûté la bagatelle de 16 millions de dinars à la collectivité locale. Vous savez, on était tributaire de la bonbonne de gaz qu'on avait du mal à trouver dans les périodes de grand froid. Le gaz de ville était un rêve devenu réalité aujourd'hui. Les 47 communes de la wilaya de Mascara doivent être raccordées au réseau de gaz de ville, c'est notre objectif. Aujourd'hui, le taux de raccordement est de 54%. D'autres programmes sont également prévus en 2018 pour l'électrification des communes rurales. Et bonne nouvelle pour les communes de Sidi Abdelmoumen et Zelmata qui seront raccordées au réseau de gaz de ville avant la fin du mois de décembre en cours.
Santé de proximité. Dans le cadre de son programme annuel, le syndicat national des spécialistes de la santé publique de Béchar organise des visites au profit des familles nécessiteuses de la région d'Igli. Naïma Haouch. Ils passent nous voir, ils nous soignent. On ne les remerciera jamais assez. Ils nous reçoivent bien, ils nous prodiguent des soins, que Dieu les préserve. Dans cette région enclavée, les spécialistes se font rares, ce qui explique le rush des patients sur cette caravane de médecins, venus offrir de leur temps et de leur savoir des soins de proximité. Il y a beaucoup de spécialistes présents ici. Nous avons des pneumologues, des urologues ou encore la médecine interne. Cette initiative a pour but de rapprocher les médecins spécialistes des citoyens d'Igli, car la plupart des patients n'ont pas la possibilité ou les moyens de faire le voyage jusqu'à la wilaya de Béchar. Cette opération a été conjointement organisée avec l'association caritative L'Entraide, une initiative louable qui vient alléger le quotidien des malades. Nous avons co-organisé cette sortie avec la caravane des médecins pour venir ici. On a tout fait pour que cette opération se déroule dans les meilleures conditions. Ils seront toujours les bienvenus dans cette localité où la clinique d'Igli a préparé le terrain pour que les médecins puissent travailler. Cette caravane des médecins comprend toutes les spécialités afin de couvrir un max de patients. Nous profitons du week-end car on ne travaille pas à l'hôpital, c'est notre jour de repos. Donc on se déplace dans des zones isolées et on essaye de se rapprocher et de prodiguer des soins aux personnes malades. Pour les cas les plus difficiles, nécessitant des interventions délicates, on les oriente vers les structures hospitalières dans le centre Boudjma de Béchar. Et les régions du sud du pays ne sont pas les seules à souffrir d'un manque de médecins spécialistes. L'hôpital de Relizane, lui, a renforcé récemment ses équipes de praticiens, ce qui a permis d'améliorer la prise en charge des patients. Mais le déficit existe toujours. Amel Esselidir. Entre urgence et consultation, ces médecins spécialistes travaillent à un rythme effréné. Et pourtant, la plupart d'entre eux exercent depuis moins d'1 an. Ça fait à peu près 6 mois que je suis là. On est dans le service de l'hémodialyse. Je suis la seule spécialiste ici. Ah, puis, oui, je suis la seule spécialiste dans toute la wilaya. Il y a un flux énorme de patients. L'hôpital là, في الولاية تاع غليزان, il prend tous les malades là. Donc il n'y a pas de clinique privée comme d'autres wilayas voilà. Donc عليه la charge. Donc les spécialités كاين des spécialités بزاف. Donc on fait le prise en charge تاع l'oncologie ما عندهاش بزاف هنا في غليزان, il faut savoir. Donc 3 ans, 4 ans اللي بدات لهنا في غليزان. Ils sont 25 médecins spécialistes à avoir rejoint le PH de Relizane depuis le début de l'année. Mais cela reste malheureusement insuffisant pour pallier le manque enregistré. Nous accusons un autre manque, surtout dans la spécialité de radiologie. Nous n'avons pas de médecins radiologues, ainsi qu'une autre spécialité, c'est la cardiologie. Le seul médecin qu'on avait, il a terminé son service civil au mois de septembre. Alors on attend toujours une autre affectation de spécialistes. Face au manque de praticiens et au nombre important de malades qu'accueille le seul hôpital de Relizane, une nouvelle structure viendra renforcer le secteur dans cette wilaya. C'est pour la couverture, bien sûr, sanitaire d'un ensemble d'habitants assez important, qui pratiquement dépasse les 40 000 habitants, avec, disons, avec des soins, je ne dirais pas hautement spécifiques, mais du moins une meilleure prise en charge du patient. Nous sommes pratiquement à l'étape finale sur le plan génie civil. Vous êtes en train de constater que nous sommes très en avance. Un nouvel établissement hospitalier qui devrait abriter des équipements de pointe. Une fois ouvert, l'hôpital de Ami Moussa contribuera au renforcement et à la modernisation des prestations et une meilleure couverture sanitaire de cette wilaya et des wilayas limitrophes. Une cinquantaine d'exposants sont présents au 2e Salon national de l'agriculture saharienne AgroSouf qui s'est ouvert hier à El Oued. Cette 2e édition du salon est dédiée aux entreprises opérant dans les domaines de l'industrie, des produits phytosanitaires et des semences agricoles. Tout de suite, le sujet vous est présenté par Boucha Boali. Placé sous le signe de l'investissement agricole et des perspectives d'exportation, AgroSouf a vu la participation de nombreux agriculteurs d'El Oued.
L'objectif du salon est de mettre en exergue les potentialités existantes en matière d'agriculture saharienne, ainsi que les mécanismes d'accompagnement de l'investissement dans le domaine. Un travail qui semble avoir porté ses fruits. Certaines filières couvrent les besoins du marché national à hauteur de 40%. C'est le cas de la pomme de terre, de la tomate et d'autres produits. Au regard du potentiel de notre wilaya, beaucoup d'opérateurs veulent s'y installer pour améliorer leur production. On a eu une très bonne récolte de fruits et légumes en quantité et en qualité. Rechercher les mécanismes susceptibles de développer l'exportation des produits agricoles dans les régions sahariennes, c'est ce qu'attendent les agriculteurs, dont la commercialisation reste le souci majeur. La commercialisation pose sérieusement problème. On peine à écouler nos produits agricoles qui sont pourtant de qualité et peuvent être exportés. On souhaite être accompagné dans cette démarche. S'étalant sur 3 jours, du 12 au 14 décembre, le salon prévoit en parallèle la présentation de communications, débats et d'ateliers animés par des universitaires et des opérateurs économiques sur notamment la gestion moderne des exploitations agricoles et l'utilisation rationnelle des insecticides agricoles pour obtenir des produits de qualité éligibles à l'exportation. Une ferme pédagogique a ouvert ses portes à Zeralda. L'objectif de l'initiateur est de faire aimer la terre aux enfants et leur faire découvrir la vie et les animaux de la ferme. Elle privilégie également l'aspect écologique puisqu'elle a été entièrement conçue avec des produits de récupération. Maryam Moussaïd. C'est un lieu où les animaux trouvent leur bonheur. La ferme pédagogique d'Alger est située à Zeralda. Elle offre un cadre dépaysant et propice pour découvrir les animaux de la ferme. Vaches, moutons, chevaux, lapins, poules et bien d'autres. C'est une ferme première dans son genre. Alors, elle cible à peu près le tout. Donc c'est quoi la ferme? La ferme, c'est la vie. C'est tout le monde qui rêve, qui a soif d'aller vers la ferme. On y trouve tout à la ferme. On y trouve de l'agriculture, on y trouve de l'enseignement, de la formation et en plus des échanges. Parce que chaque pays a sa propre microclimat. Les gens travaillent en fonction de leur terre, de leur savoir-faire, de leurs produits locaux. C'est-à-dire quand on parle des produits terroirs à développer, c'est une carte pour les Algériens. Et le but dans tout ça, c'est de faire aimer la terre. Déjà, pour une génération, c'est les enfants. Les enfants vont aimer la terre. Je vous dirai quelque chose peut-être qui ne va pas plaire à certains. On ne va pas mettre un haricot dans un coton et dans un verre d'eau pour faire apprendre à l'enfant comment il plante. Non, c'est pas ça. Il faut qu'il touche à la terre. Il faut qu'il aime la terre. Entièrement conçue avec du matériel de récupération, cette ferme est aussi un lieu de rencontre et d'échange de professionnels dans le domaine. Les expériences sont partagées et discutées. Le but dans tout ça, alhamdoulilah, il y a des associations, il y a des gens dans le domaine, il y a des experts qui sont tous associés dans cette ferme. Ça veut dire que chacun de son côté pour développer, c'est-à-dire le développement durable. Le développement durable, c'est quoi? C'est l'assurance alimentaire. Je ne parle pas de l'autosuffisance. Il faut d'abord assurer la nourriture qu'on mange. Elle vient d'où? Elle est cultivée comment? C'est ça l'important. Et ça, c'est quoi? Ça donne quoi? Ça donne la santé, ça donne le bien-être. Tout le monde est content, tout le monde est gai, chacun trouve son bonheur. Les premiers visiteurs sont des enfants venus de centres spécialisés. Un moment de pur bonheur pour ces enfants qui peuvent mettre les mains à la pâte. Une expérience palpitante et amusante. Et de la pratique, quoi de mieux pour garder des souvenirs inoubliables et créer des liens et des amitiés. Une initiative bénéfique pour tous les citadins pour renouer avec la terre nourricière. Une belle initiative, effectivement. Au Musée national des beaux-arts d'Alger, une artiste peintre turque expose en ce moment ses œuvres touchées par la situation des femmes et des enfants d'immigrants. Elle y reproduit leur douleur sur ses toiles. Les lumières d'Alger aussi ne l'ont pas laissé insensible. Yazid Toumert. Au-delà de l'horizon, une exposition qui s'incline sur 2 partitions. Le coup de cœur et le cri du cœur. La sociétaire de l'Union des peintres et sculpteurs de Turquie, Madame Asgul Ozolnan Poroy, témoigne à travers ses peintures à l'acrylique de l'une des tragédies les plus épouvantables de ce XXIe siècle. In my paintings,
Dans mes peintures, on ne voit ni les lieux ni les figures des émigrants. C'est l'un des problèmes majeurs de notre siècle. À cause de la présence de femmes et d'enfants, j'ai été sensible à ce sujet en tant que femme artiste. Je suis coloriste et j'explique mes sujets avec la couleur. Mes thèmes sont assez complexes, c'est pour cela que j'utilise les couleurs vives, parce qu'il ne faut jamais perdre espoir. Alger, sa lumière et ses couleurs ont inspiré une artiste peintre académicienne, lauréate du prix Best Street Painting. Une palette riche offrant des compositions et des formes des plus contrastées. Et quand je suis arrivée en Algérie pour la première fois, j'étais très fascinée par la beauté d'Alger, des couleurs et des lumières. Je me suis mise à peindre. C'est un travail qui m'a pris 3 ans, 33 œuvres en acrylique, des œuvres évoquant la lumière et la beauté d'Alger. La salle d'exposition Béchir Gilles du Musée national des Beaux-Arts a vécu le temps d'un vernissage au rythme d'une peinture vénérant une Méditerranée millénaire, celle du partage et de la paix. Poursuite du Rallye Challenge Sahari International. L'avant-dernière étape aujourd'hui. Hier, les pilotes ont dû faire face aux intempéries. La distance a dû être raccourcie à 109 km au lieu des 230 km prévus initialement à Tarit. Voici la bâtiche. La 6e étape a été réduite par rapport aux conditions météorologiques assez compliquées. Le directeur de course a décidé d'écourter l'étape à 109 km. 10h15, départ des pilotes sur piste roulante, pas très compliquée et rapide. Cette 6e étape s'est déroulée sur circuit fermé, Tarit-Tarit. Elle a permis aux participants de faire de la navigation tout en profitant du splendide décor naturel de la perle de la Sawara. En automobile, le duo français Bunel, toujours en tête dans cette catégorie. Eh bien, un peu court, on aurait préféré qu'elle soit entière, mais elle était très belle. Et le climat? Le climat, parfait. Il n'y a pas eu de mauvais temps, pas de pluie, pas de vent. Tout va bien. Il y avait du hors-piste et pour moi personnellement c'est un peu compliqué, mais bon, on y est arrivé. Ça s'est quand même bien passé. Et non, vous avez vraiment les beaux paysages. No, hoy no muy difícil. Encurtaron un poco la etapa con 100 km solo y muy rápida. Les participants auront toute une nuit pour se reposer et se préparer pour la 7e et avant-dernière étape pour quitter le Cap Nord, direction le sud vers l'oasis de Tchout. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouvez Frédéric Chir pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Zohel Bendimeret pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.